Max, gros week-end de football en fin de semaine. Évidemment, c'est le 48e finale du Super Bowl. Le plus gros événement sportif de l'année qui est à nos portes. Et voilà. Et qui d'autre de mieux placé que l'analyste de RDS pour nous en parler, Mathieu Proulx. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien, merci vous autres. Ça va très bien. Très bien. Hey, première des choses, là, ça c'est un peu ton bonbon, c'est ton nanan là, qui arrive en fin de semaine. Oui, c'est un petit peu des deux, je dirais, parce que tu sais, la saison, c'est quand même long parce qu'on fait la Ligue canadienne, la NFL, la NCAA, fait que c'est comme la fin de 8 mois. Là. On est comme fatigué football, mais en même temps, justement, comme tu dis, c'est un gros party, c'est l'événement, la Swiss Sunday, les deux meilleures équipes. Le rendu là, c'est que du plaisir. L'idée de faire un Super Bowl dans le froid. Bon, encore cette semaine, ça l'a fait beaucoup jaser. C'est pas tout le monde qui est d'accord. L'idée de Mathieu Proulx sur l'idée de faire ce premier Super Bowl à la place où ce qui va faire pas mal le plus fret dans le monde présentement. Je vais vous décevoir, je suis un peu partagé là-dessus. J'ai pas d'opinion fermée. La première des choses, c'est qu'il faut dire, pour l'aspect football, moi j'ai rien contre ça. Écoutez, la réalité, là, c'est que les matchs qui ont lieu il y a 2 semaines, les finales d'association, auraient très bien pu avoir lieu au MetLife Stadium. C'est la réalité, ça aurait pu être les Giants ou les Jets. Il y a des clubs qui jouent dans le Nord. On parle à Seattle, il peut faire très froid, là, Chicago, Green Bay. Il y en a des stades où il fait froid, alors ça arrive. Il y a eu des matchs dans la neige à Philadelphie cette saison. Donc moi, j'ai pas nécessairement un problème pour ça. La seule chose, c'est que le Super Bowl, c'est le plus gros événement sportif de l'année aux États-Unis, peut-être même dans le monde. Et le fait que s'il y avait une tempête de neige, on disait on pourrait le bouger, on pourrait bouger ça plus tard ou plus tôt, là j'ai un problème. Parce que vous imaginez la complexité et les problèmes que ça peut amener de changer un Super Bowl de date. Hey, il y a des compagnies, là, ils payent 4 millions pour 30 secondes de pub. T'as du monde qui se déplace de partout pour venir voir ça, qui ont payé 20, 25 000 places leur billet pour s'asseoir. Ils ont réservé des chambres d'hôtel, des vols. Si vraiment, là, on est pour le déplacer, ben, faisons-le à quelque part où on n'aura pas ce problème-là. Donc, pour le match, c'est pas de problème, mais s'il faut le déplacer, là, j'ai un gros problème avec ça. Et justement, t'en parlais, pour le match, les deux équipes sont deux équipes qui ont des stades extérieurs qui vivent, plutôt qui jouent dans des villes où, oui, il y a de la neige à l'occasion, donc on devrait pas vraiment être dépaysé de ça. Non, pas du tout. Je pense pas que les deux équipes jouent dans des conditions de même à l'année longue, dans le sens où, en fin d'année, il fait froid partout, faut que tu voyages, faut que tu joues là-dedans. Le football, ça joue dehors, ça joue dans la boîte, ça joue dans la pluie, ça joue dans la neige. C'est la réalité de ce sport-là. Alors, sincèrement, je pense que les médias, les partisans, les gens extérieurs en font bien plus un plat que les deux équipes. Eux, ils en parlent pas jusqu'à peut-être aujourd'hui où ils ont des conditions météorologiques plus précises. Là, on le sait qu'il va faire à peu près 0, il n'y aura pas de précipitation. Puis tu sais, d'attitude, eux autres, ils se posent pas plus de questions que ça. Ils vont faire leur plan de match comme leur plan de match est dessiné. Ils vont faire comme ils ont fait toute la saison pour gagner des matchs et c'est tout. On parle de l'ambiance du côté de New York. Je te dirais qu'avant cette semaine, je me disais, regarde, c'est à New York, ça va être gros, ça va être immense, je veux dire, ça peut pas être un meilleur endroit. Puis finalement, depuis quelques jours, je suis en train de me remettre en question en me disant, est-ce que c'était le bon endroit? On dirait qu'il y a tellement trop de choses à faire à New York que le Super Bowl, malheureusement, a moins de place. Ben, tu frappes dans le mille, tu sais, je pense que c'est un peu ça, New York, c'est la ville, tu sais, où qui ne dort jamais, finalement, pour ceux qui sont allés, t'es jamais tout seul dans une rue, t'as toujours quelque chose à faire, il y a du monde partout, tu sais, juste cette semaine, je pense qu'il y avait 2 matchs de hockey, dont 1 ou 2 extérieurs, il y avait 2 ou 3 matchs de basket, tu sais, t'as les Brooklyn Knicks, t'as les New York Nets, t'as un paquet d'équipes, dans cette ville-là, t'as un paquet d'événements, de spectacles, de choses qui, à quelque part, oui, je pense que ça dilue un peu l'intérêt du Super Bowl. Alors que dans les autres villes, ça dure vraiment une semaine complète de festivités, d'engouement, de paquets de monde qui se rendent. Là, j'ai l'impression que ça va être un événement plus sur 2-3 jours, un point, c'est tout. C'est peut-être malheureux, c'est peut-être plate, mais en même temps, pour les gens qui y vont, sont à New York, puis eux, ils ont plein de choses à faire. Donc peut-être que de l'extérieur, le feeling est moins incroyable. Mais quand t'es à New York, je pense que c'est toujours une place où tu peux t'amuser et avoir du fun. Mathieu, j'aimerais qu'on parle un peu des équipes sur le terrain. Pour la 5e fois, si ma mémoire est bonne, la meilleure attaque qui va affronter la meilleure défensive. Quand on regarde l'attaque des Broncos, c'est assez incroyable. Cette année, on a une moyenne de points par match de 38 points. On a fait 606 points au total dans la saison. C'est 121 de plus que la deuxième équipe. Mais quand on regarde de l'autre côté, la défensive des Seahawks, qui est quand même pas à prendre à la légère. Non, écoute, il est là le combat, ça va être ça l'affrontement intéressant de ce match-là. C'est peut-être ultimement pas cette confrontation-là qui va décider du match, c'est peut-être finalement l'attaque des Seahawks contre la défense des Broncos. Mais sur papier, avant le match, l'excitation et les discussions portent uniquement ou pratiquement uniquement sur ces affrontements-là. Écoute, les Seahawks, ça, c'est une défense, pour ceux qui aiment le football défensif, là, qui est tellement le fun à regarder. Elle a des joueurs dominants à tous les niveaux. La ligne défensive est capable d'appliquer la pression. Les secondaires sont capables de couvrir d'une ligne de côté à l'autre, puis ils frappent fort. Puis la tertiaire, il l'appelle le Legion of Boom. Écoute, elle est capable de jumeler
de limiter et de stopper les meilleures attaques aériennes de la NFL. Elle l'a fait d'ailleurs 2 fois contre les Saints cette saison, qui n'ont pas eu de solution contre eux. Ils sont gros, ils frappent très fort, ils sont très physiques. Ceux qui ont regardé le match entre les Seahawks et les 49ers en ont vu quelque chose. Écoutez, on dirait qu'à chaque 3 jeux, il y avait un gars qui était au sol blessé. Ça fesse. Fait que j'ai hâte de voir comment, justement, l'attaque plus fancy, plus précise, plus réfléchie des Broncos va faire face à une unité défensive aussi coriace et aussi agressive. Le but, dans le fond, ça va être de voir s'ils vont pouvoir défaire le synchronisme de Peyton Manning, parce qu'on a tellement de bons receveurs, puis c'est tellement une question de timing. Si on est capable de déranger le travail des receveurs, est-ce que Peyton Manning va être obligé de se débarrasser du ballon ou de conserver le ballon plus longtemps ou d'essayer de faire des passes tellement précises que ça va causer des revirements? Toutes ces questions-là, évidemment, on va avoir des réponses dimanche, mais chose certaine, la table est mise pour un des excellents Super Bowl parce que, comme tu dis, on a meilleure attaque comme meilleure défense. On n'aurait pas pu s'imaginer meilleur scénario. Et j'ai hâte de voir comment Peyton Manning va faire. On parle beaucoup de son héritage cette semaine. Est-ce qu'il va gagner un 2e Super Bowl? Pour être le premier à gagner 2 Super Bowls avec 2 équipes différentes. Et j'ai beaucoup hâte de voir comment il va se comporter dans ce match-là parce que j'ai malheureusement l'impression que malgré toute sa belle carrière, on va le juger beaucoup pour sa performance de dimanche prochain. Est-ce que tu crois, oui, justement, que le fait d'avoir une 2e bague avec une 2e équipe, ça pourrait lui ouvrir les portes des plus grands corps arrière de l'histoire? Mais écoute, il fait déjà partie de la discussion des plus grands, ça, il n'y a aucun doute, hein, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Mais on évalue, et on dit toujours qu'on évalue les carrières par le nombre de championnats qu'ils ont. Alors, Joe Montana en a 4, si je me trompe pas, c'est lui qui en a le plus. Si Peyton Manning gagne ce Super Bowl-là, à mon sens, il se concrétise comme étant le meilleur. C'est toujours difficile aussi de comparer différentes époques. Tu sais, comparer Maurice Richard à Sidney Crosby, c'est injuste à quelque part. Comparer Joe Montana et Peyton Manning, c'est un peu la même chose. C'est difficile de comparer différentes époques où le football a tellement évolué et changé que c'est comparer 2 choses qui sont pas nécessairement pareilles. Moi, je suis un peu le bad boy là, de la gang. Là. Tout le monde voit Peyton Manning, tout le monde veut qu'il gagne, puis moi, c'est rien contre Peyton. Là. C'est un athlète extraordinaire, c'est un poster boy pour la Ligue nationale de football en général, et je dirais même pour le sport en général. Mais Russell Wilson, faut lui donner une affaire, par exemple. Une affaire qu'il faut lui donner, c'est un gars qui n'abandonne jamais et qui réussit toujours à aller chercher le gros jeu en fin de match pour donner la victoire à son équipe. Ben, je suis peut-être un bad boy, moi aussi, Gabriel. Moi aussi, j'aime bien les Seahawks, puis c'est eux que je prends pour ce match-là. Tout à fait, t'as raison. Il est peut-être un peu dans l'ombre et c'est peut-être une excellente chose aussi qu'il soit dans l'ombre de Peyton Manning cette semaine parce que c'est un jeune corps, faut se souvenir, hein, c'est seulement sa 2e année. Mais c'est un carrière qui fait une chose qu'il a fait très bien, puis c'est qu'il gagne des matchs. Puis ça, faut jamais, mais jamais sous-estimer ça. Comme tu as dit, en fin de rencontre, très solide, jamais énervé, toujours calme. Et ça, c'est comme une réalité des nouveaux athlètes. Et je dirais pas juste dans le foot, mais en général. On commence à les préparer tellement tôt. On les spécialise dans leur sport. Ils ont des psychologues qui les suivent. Ces gars-là, à l'université, jouent devant des foules de 100 000 personnes, sont prêts quand ils arrivent au niveau professionnel. Et ça paraît. Russell Wilson, là, il a peut-être pas justement la précision ou la connaissance encore de la NFL d'un gars comme Peyton Manning, mais il est voué à un brillant avenir parce qu'il y a tous les impondérables qu'il faut pour réussir dans cette ligue-là. Et moi, je pense qu'il pourrait surprendre beaucoup de monde, non seulement avec son bras, mais avec ses jambes cette semaine. Et ça, c'est pour moi, ça pourrait être le facteur X dans la rencontre. Les Broncos n'ont pas affronté un carrière aussi mobile que lui depuis très, très longtemps. Et évidemment, pas en éliminatoire, parce qu'ils ont fait face aux Chargers et Philip Rivers qui n'est pas mobile, et Tom Brady qui n'est pas mobile du tout non plus. Alors, comment on va essayer de contenir Russell Wilson? Comment on va mettre la pression sur lui? Il est un des meilleurs dans la NFL à prolonger les jeux avec ses jambes, s'échapper de la pochette et improviser des jeux. Et son attaque commence à être habituée à ça aussi. Donc, ils sont très bons ensemble. Alors, je pense que ça pourrait être une clé dans la rencontre pour eux. Quand je regarde l'attaque des Seahawks, je vois Percy Harvin qui revient, puis j'ai comme un questionnement. Est-ce que Percy Harvin peut aider les Seahawks? C'est pas que c'est un mauvais joueur de football, au contraire, c'est un excellent joueur, mais il a tellement été blessé souvent cette saison. Je me dis, est-ce que ce gars-là peut aider son équipe, ou au contraire, en jouant, il va nuire à son équipe? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il va réellement aider son équipe. Écoute, il a joué 39 jeux pour être précis cette saison. Il en a joué 20 à saison régulière, 19 en éliminatoire, avant d'être blessé face aux Saints, si je me souviens bien. Commotion cérébrale, a raté le match contre les 49ers, et là, il va jouer. C'est un gars, ça, là, et je vous dis qu'il peut faire le gros jeu à n'importe quel moment. La question, ça va être une question de dosage. On peut pas le faire jouer 60 jeux dans le match. Il est pas prêt physiquement. Au niveau du cardio, tu peux jamais simuler un match en pratique ou en entraînement. Alors, ce gars-là va falloir doser ses présences sur le terrain. Mais c'est un gars qui peut sortir un gros jeu à n'importe quel moment. On peut penser, il peut faire des retours. C'est un gars qui peut courir avec le ballon sur des jeux renversés. Il peut faire une longue réception. C'est un gars qui est extrêmement explosif et très, très, très rapide. Ils n'en ont pas comme ça du côté des Seahawks.
Et il n'a pas été sur les bancs de vidéo, donc pour les Broncos, c'est difficile de se préparer pour lui. J'ai très hâte de voir comment il va être utilisé et j'ai bien hâte de voir comment il va pouvoir aider son équipe. Mais chose certaine, moi je vous le dis, là, ça j'ai aucun doute là-dessus. S'il joue, il va beaucoup plus aider son équipe que nuire à son équipe, il n'y a aucun doute là-dessus. Mathieu, il y a eu un petit scandale cette semaine par un gars qui est quand même habitué de se faire taper sur les doigts, Marshawn Lynch, le porteur de ballon des Seahawks, qui a décidé qu'il se présentait environ 6 minutes, répondant à une douzaine de questions avec la séance des journalistes. Il est revenu à la fin juste pour pas avoir son amende. Il regardait le temps. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour toi, t'as vu ça comme un scandale? Comment t'as vu ça? Ben, je vois pas ça comme un scandale. Écoute, ça... Et sincèrement, si vous l'avez vu, les gars, vous le voyez, il est mal à l'aise. Sincèrement, il rend mal à l'aise à le regarder. Tu te dis, il est pas content d'être là, il veut pas être là. Moi, j'en ai connu des gars de même qui étaient vraiment timides puis qui aimaient pas les caméras. Mais à quelque part, c'est ton obligation comme joueur professionnel. Puis je peux pas croire que tu peux pas, même si tu donnes des réponses plates, parce que là c'était le summum du plate, ces réponses, c'était 2 mots, 3 mots. Écoute, il y a eu avec lui Michael Robinson, son centre arrière, qui l'a accompagné à travers tout ça pour un peu détendre l'atmosphère puis le supporter. Je peux pas croire que t'es pas capable de te présenter devant les caméras, 10 minutes, répondre politically correct. On les connaît, les réponses clichés. Sors-les réponses clichés. On s'en fout. On veut te voir la face. Si tu fais des millions par année, là, ben c'est à cause des partisans, c'est à cause des médias, c'est à cause des gens qui font la promotion de ton sport. Il faut à quelque part que tu en redonnes un petit peu. Donc, je comprends qu'il n'aime pas ça. On le voit qu'il est mal à l'aise. Mais il en a fait encore un plus grand plat en faisant comme il a fait. S'il avait fait comme tout le monde, puis s'était présenté, il aurait eu à répondre à 100 questions de moins, il y aurait eu beaucoup moins de pression, on aurait moins parlé, ça a été bien plus facile pour lui, puis ça a été bon pour la NFL. Et ça aurait été peut-être un moins gros dérangement à l'entour de l'équipe. Ben exactement. Là, c'est devenu une distraction tellement il voulait pas être une distraction. Donc, ça marchait comme pas son affaire. Là. Ça a mal passé. Moi, je trouve que... Puis les Seahawks auraient peut-être dû de quelque façon l'aider ou le supporter là-dedans. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un directeur des communications qui n'aurait pas pu donner des guidelines, l'aider à se réparer. Je sais pas, il y a quelque chose qu'on aurait pu faire, mais vraiment, ça a été très... Je dirais pas que c'est un scandale, mais je dirais que ça a été très bizarre comme performance cette semaine de la part de Marshawn Lynch. Mathieu, le temps nous manque un peu. Tantôt, tu nous as dit que tu préférais les Seahawks, toi, pour le Super Bowl. Ouais, moi, je peux pas croire que je vois pas les Broncos marquer 30 points. Je pense que dans la zone payante, les Seahawks sont trop forts. Je pense qu'on va être obligé de faire des placements plus souvent que des touchés. Je pense que ça va faire mal aux Broncos. Et du côté des Seahawks, ben, je vois un Marshawn Lynch en forme, capable d'épuiser la défense adverse et avoir un deuxième demi de feu. Je vois les Seahawks l'emporter, je fais ma prédiction, je fais la même partout, je vois les Seahawks l'emporter 27-23. Dernière prédiction que je veux de Mathieu Pro, il y a tout le temps un événement bizarre à chaque année au Super Bowl. Cette année, ça va être quoi? Moi, je pense que s'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer, ça va être avec l'arbitrage. Et je pense pas qu'on va voir le saint Janet Jackson, elle n'est pas là. Je pense pas qu'on va voir une panne de courant de 40 minutes, on n'est pas en Nouvelle-Orléans. Alors, mais c'est vrai, effectivement, tu as raison, Gabriel, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe au Super Bowl. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose avec l'arbitrage. Je me demande s'il n'y aura pas une décision controversée ou une pénalité qui sera pas décernée, qui va faire en sorte qu'on va en parler longtemps. Les Seahawks, c'est une équipe extrêmement agressive qui est souvent blâmée, puis on dit souvent qu'ils font de l'obstruction. Du côté des Broncos, on fait de l'obstruction offensive. J'ai hâte de voir comment les arbitres vont décider le match, mais peut-être, ou j'espère du moins, que ce ne sera pas eux qui décideront du résultat final de la rencontre, mais ça ne me surprendrait pas de voir un certain scandale à ce niveau-là. Chose certaine, il y a une décision qui s'impose. Dimanche, on s'intonise RDS pour regarder le match avec toi, bien sûr, à l'analyse de cette rencontre. Absolument, dès 5h l'avant-match, puis 6h30 le botté d'envoi. Mathieu Pro, un gros merci. Hey, merci à vous autres, les gars. Bonne soirée. Salut. Bye bye. Donc voilà, l'analyste de RDS au niveau, dans le fond, du football, tout simplement. Mathieu Pro.